Master Course, la couche physique. Introduction générale. Bonjour, je suis Rabi Oussama, votre architecte pédagogique. Bienvenue dans ce programme de haut niveau. Mon rôle est de transformer des concepts techniques complexes en un parcours d'apprentissage fluide, logique et accessible. Nous n'allons pas simplement survoler le sujet, nous allons construire brique par brique votre maîtrise du réseau. En tant que débutant, vous pourriez penser que le réseau est une affaire de logiciels et de codes secrets. En réalité, tout commence par quelque chose que vous pouvez toucher. Avant d'être un email ou une vidéo TikTok, l'information est un signal physique. Présentation de l'instructeur. Bonjour, je suis Rabi Oussama. Mon expertise réside dans la déconstruction des infrastructures numériques. Pour ce cours sur la couche physique, mon objectif est de vous faire passer du statut d'utilisateur passif à celui de technicien éclairé. Nous allons ignorer la magie pour comprendre la mécanique. Préparez-vous à voir les câbles et les ondes, non plus comme des accessoires, mais comme les artères vitales du monde moderne. Module 1. Introduction à la couche physique. Ce module inaugural définit le périmètre de la couche 1 du modèle OSI. Nous allons explorer l'importance vitale du support matériel et établir une structure mentale solide pour les 7 modules techniques qui suivront. Leçon 1.1. Pourquoi étudier la couche physique? Section 1. Introduction. Mise en contexte, imaginez que vous envoyez un message de secours avec un miroir en utilisant les reflets du soleil. Si le miroir est cassé ou s'il y a un brouillard épais, votre message ne sera jamais reçu, peu importe l'urgence. En informatique, le miroir et la lumière sont la couche physique. C'est le point de contact entre le monde numérique virtuel et le monde réel matériel. Objectif d'apprentissage. Identifier et expliquer les 3 raisons fondamentales pour lesquelles la couche physique est le pilier de toute communication réseau. Aperçu, nous allons détailler la notion de fondation, le rôle de traducteur de la couche 1 et son importance statistique dans les pannes informatiques. Section 2. Présentation détaillée du contenu. La fondation du modèle OSI. Le réseau est organisé comme un immeuble de 7 étages appelé le modèle OSI. La couche 1 est le sol. Si le sol s'effondre, l'étage des applications, l'étage 7, n'existe plus. Sans matériel comme les câbles, les cartes réseau ou les antennes, le logiciel n'a aucun support pour exister. La traduction est l'encodage de base. Les ordinateurs sont des machines logiques qui ne comprennent que le binaire, c'est-à-dire le 0 et le 1. Cependant, un 0 ne peut pas marcher sur un fil. La couche physique traduit ces chiffres en phénomènes physiques. Un 1 peut être une tension de plus 5 volts. Un 0 peut être une tension de 0 volts. Elle transforme l'idée mathématique en une réalité électrique, lumineuse ou radio. L'aspect critique du dépannage. Dans le monde professionnel, environ 70% des problèmes réseau se situent à la couche 1. Pourquoi? Parce que le matériel subit l'usure physique. Un câble sur lequel on roule avec une chaise de bureau, une prise dont l'ergot en plastique casse ou une fibre optique que l'on plie trop fort et qui se brise. Étudier cette couche, c'est apprendre à éliminer les pannes les plus fréquentes avant de perdre du temps sur des configurations logiques complexes. Section 3. Exemple pratique. Le cas de l'interférence invisible. Le scénario, dans un bureau, la connexion Internet devient extrêmement lente chaque jour à 12h30 précise, puis redevient normale à 13h30. Les techniciens vérifient les serveurs, mais tout semble correct. L'analyse de la couche physique. En observant l'environnement, le technicien remarque qu'une salle de pause se trouve juste derrière le mur où passe le câble réseau principal. À 12h30, les employés utilisent le four à micro-ondes. Les ondes du micro-ondes fuient légèrement et perturbent les signaux électriques dans le câble. Ce sont des interférences électromagnétiques. La solution, remplacer le câble par un modèle blindé nommé STP ou le déplacer loin du mur de la salle de pause. Leçon à retenir, le problème n'était pas logiciel, mais lié à l'environnement physique du signal. Section 4. Engagement interactif. Activité. La chasse aux couches 1. Faites le tour de l'appareil avec lequel vous lisez ce cours. Listez tous les éléments qui appartiennent à la couche physique. Par exemple, le port de charge, le câble de données, l'antenne Wi-Fi interne ou la carte réseau. Évaluation. Question. Citez les 3 types de signaux utilisés par la couche physique pour transporter des bits et donner le support associé à chaque signal. Réponse idéale.
Les signaux électriques transmis via des câbles en cuivre, les signaux lumineux sous forme d'impulsions de lumière transmis via des câbles en fibre optique, enfin les ondes radio qui sont des fréquences électromagnétiques transmises par l'air pour le sans-fil et le Wi-Fi. Leçon 1.2 Le parcours de formation, ce que vous allez maîtriser. Section 1 Introduction. Mise en contexte. On ne devient pas architecte sans connaître ses matériaux, la brique, le bois et l'acier. Pour un ingénieur réseau, ces matériaux sont le cuivre, la fibre et le sans-fil. Cette leçon détaille comment nous allons explorer chaque matériau dans les prochains modules. Objectif d'apprentissage, schématiser la structure du cours et différencier les concepts de vitesse et de capacité. Aperçu, présentation des futurs modules et introduction aux mesures de performance comme la bande passante et le débit. Section 2. Présentation détaillée du contenu. L'exploration des médias. Concernant le cuivre, nous verrons pourquoi c'est le standard des bureaux car il est économique et flexible. Pour la fibre, nous étudierons comment elle transporte des données sur des kilomètres sans aucune perte là où le cuivre échoue après 100 mètres. Pour le sans-fil, nous comprendrons comment l'information voyage sans aucun support solide. Le vocabulaire de la vitesse. Pour comprendre le réseau, il faut arrêter de dire « ma connexion est rapide » et utiliser les bons termes. La bande passante, ou bandwidth, c'est la capacité maximale théorique de votre route. Par exemple, une autoroute à 4 voies. Le débit, ou throughput, c'est la quantité réelle de données qui passent à un instant T. Par exemple, s'il y a des bouchons, même sur 4 voies, peu de voitures passent. Le débit utile, ou goodput, c'est la quantité de données réellement utilisables reçues après avoir enlevé les erreurs et les données de contrôle. Section 3. Exemple pratique, le déchargement décevant. Le scénario, vous payez un abonnement Internet fibre 1 giga. Pourtant, quand vous téléchargez un jeu vidéo, la vitesse affichée est bien inférieure à cette promesse. L'analyse, votre bande passante est de 1 gigabit par seconde. Mais si le serveur qui envoie le jeu est saturé ou si votre Wi-Fi est de mauvaise qualité, votre débit chute. De plus, une partie de la vitesse est utilisée pour vérifier que les fichiers ne sont pas corrompus, ce qui réduit encore le débit utile. Solution, pour améliorer le débit utile, on se branche souvent en filaire avec du cuivre plutôt qu'en Wi-Fi. Leçon à retenir, la capacité théorique n'est jamais égale à la performance réelle constatée par l'utilisateur. Section 5. Évaluation. Question. Quelle est la différence majeure entre la bande passante et le débit? Réponse idéale. La bande passante est la capacité maximale théorique d'un support, c'est ce qui est promis sur la boîte, tandis que le débit est la mesure réelle des données transmises à un moment donné, souvent influencées par le trafic ou les interférences. Conclusion du module 1. Félicitations, vous avez maintenant une vue d'ensemble claire. Vous ne voyez plus le réseau comme un nuage magique, mais comme une infrastructure physique concrète qui demande une étude rigoureuse. Module 2. Le rôle de la couche physique. Dans le module précédent, nous avons vu que la couche physique est la fondation de tout réseau. Maintenant que nous savons pourquoi elle est importante, nous allons explorer son rôle précis. Comment un ordinateur, qui est une machine purement électronique, parvient-il à toucher le monde extérieur pour envoyer une information? Nous allons transformer le concept abstrait de connexion en une compréhension concrète du matériel et des signaux. Présentation de l'instructeur. Bienvenue dans ce deuxième module. Je suis Rabi Oussama. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet, la mécanique de la connexion. Mon but est de vous montrer que derrière chaque clic sur votre écran, il y a une orchestration physique précise. Nous allons voir comment vos appareils se serrent la main pour établir un dialogue. Ne vous laissez pas impressionner par les termes techniques, nous allons les démonter ensemble, pièce par pièce. Leçon 2.1. Les connexions physiques. Section 1. Introduction. Mise en contexte. Imaginez que vous achetez une nouvelle lampe. Pour qu'elle fonctionne, il ne suffit pas qu'elle soit belle ou qu'elle ait une ampoule. Il faut un cordon et une prise murale. En réseau, c'est la même chose. Avant de parler, deux appareils doivent être physiquement liés. Cette leçon traite de l'interface, l'endroit précis où l'appareil s'arrête et où le réseau commence. Objectif d'apprentissage, décrire comment les périphériques finaux, comme les PC ou serveurs, établissent une connexion physique avec l'infrastructure réseau.
Aperçu, nous allons examiner la carte réseau, ou NIC pour Network Interface Card, les ports de connexion et la différence entre une connexion filaire et sans fil. Section 2. Présentation détaillée du contenu. La carte réseau, ou NIC pour Network Interface Card, c'est le composant le plus important de la couche physique dans votre ordinateur. C'est elle qui possède le port, la prise. Sans carte réseau, votre ordinateur est une île isolée. La NIC est comme la bouche et les oreilles de votre ordinateur pour le réseau. Le port est le connecteur. Le port est la prise femelle sur l'appareil, par exemple la prise RJ45 derrière votre PC. Le connecteur est la partie mâle au bout du câble. La couche physique définit la forme exacte de ces prises pour qu'elles s'emboîtent parfaitement partout dans le monde. Connexion directe versus connexion via un intermédiaire. Un appareil peut être branché directement à un autre, de PC à PC. Mais le plus souvent, il est branché à un périphérique intermédiaire comme un commutateur, aussi appelé switch, ou un routeur. C'est ce périphérique qui gère la circulation du trafic. Section 3. Exemple pratique. L'ordinateur qui ne voit rien. Le scénario, vous branchez un câble Ethernet entre votre PC et votre box Internet. Rien ne se passe. Les voyants lumineux à côté de la prise de votre ordinateur restent éteints. L'analyse de la couche physique. Le technicien remarque que les broches métalliques à l'intérieur du port de l'ordinateur sont tordues. Le contact électrique ne se fait pas. Même si le câble est bon, la connexion physique est absente. La solution, utiliser un adaptateur USB Ethernet externe ou réparer le port. Leçon à retenir, si le lien physique, le contact métal contre métal n'est pas parfait, le réseau n'existe pas pour cet appareil. Section 4. Engagement interactif. Activité. L'inspection des ports. Prenez votre ordinateur ou votre console de jeu. Trouvez le port réseau. Regardez à l'intérieur avec une lampe si besoin. Voyez-vous les petits fils de cuivre doré? Ce sont eux qui assurent la connexion physique. On en compte généralement 8. Section 5. Évaluation. Question. Quel composant matériel est indispensable à un ordinateur pour qu'il puisse transformer ses données internes en signaux physiques sur un câble? Réponse idéale, la carte réseau, ou NIC. C'est elle qui sert d'interface physique entre le système informatique et le support de transmission. Leçon 2.2. Les fonctions de la couche physique. Section 1. Introduction. Mise en contexte. Si vous voulez envoyer un message à quelqu'un de l'autre côté d'une colline avec une lampe torche, vous allez utiliser un code, comme le Morse, allumé pour un point, éteint pour un trait. La couche physique fait exactement cela avec vos fichiers. Elle ne comprend pas que vous envoyez une photo de chat, elle voit simplement une série de lumières ou d'étincelles électriques. Objectif d'apprentissage, définir les 3 fonctions principales de la couche physique, les composants, le codage et la signalisation. Aperçu, nous allons décomposer comment les données deviennent des signaux et repartent en données. Section 2. Présentation détaillée du contenu. Les composants physiques. Ce sont les pièces électroniques et les câbles que vous pouvez toucher. Cela inclut les connecteurs, le blindage des câbles et les circuits de la carte réseau. Le codage ou encoding, c'est la méthode pour convertir un flux de bits en un code reconnaissable. C'est comme transformer des lettres en alphabet Morse. Le codage permet à l'appareil récepteur de savoir quand un nouveau message commence et quand il finit. La signalisation ou signaling, c'est la manière dont les valeurs 0 et 1 sont représentées sur le support. Par exemple, pour l'électrique, un pic de tension vaut 1 et une absence vaut 0. Pour l'optique, un flash lumineux vaut 1 et l'obscurité vaut 0. Pour le sans-fil, un changement de fréquence radio représente les données. Section 3. Exemple pratique. Le signal perdu dans le bruit. Le scénario, vous utilisez un câble très long de 200 mètres pour relier 2 caméras de surveillance. L'image saute et se brouille sans arrêt. L'analyse de la couche physique, le signal électrique s'affaiblit avec la distance, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. Arrivé au bout des 200 mètres, le signal est si faible que l'appareil récepteur ne peut plus distinguer si c'est un 1 ou un 0. Il hésite et crée des erreurs. La solution, placer un répéteur, un appareil qui amplifie le signal à 100 mètres ou utiliser de la fibre optique qui n'a pas ce problème. Leçon à retenir, la fonction de signalisation a des limites physiques. Si le signal n'est plus lisible, l'information est perdue. Section 4. Engagement interactif. Activité, le code binaire visuel.
Prenez une feuille de papier. Imaginez que vous devez envoyer le code 1011 à un ami en utilisant seulement une lampe. Écrivez la séquence d'actions, allumé ou éteint. C'est exactement ce que fait votre carte réseau des millions de fois par seconde. Section 5. Évaluation. Question. Quelle fonction de la couche physique consiste à convertir un flux de bits en un format de signaux que le support peut transporter? Réponse idéale, c'est la fonction de codage, suivie de la signalisation qui envoie physiquement les variations de tension ou de lumière sur le média. Conclusion du module 2. Vous avez franchi une étape cruciale. Vous comprenez maintenant que la couche physique n'est pas juste un fil, mais un système actif qui connecte les appareils et traduit le langage binaire en signaux réels. Module 3. Caractéristiques de la couche physique. Après avoir compris le rôle de la couche physique et la manière dont les appareils se connectent, nous allons maintenant ouvrir le capot pour examiner les caractéristiques techniques. Comment mesure-t-on la vitesse? Pourquoi tous les câbles du monde se ressemblent-ils? Nous allons transformer des concepts techniques comme la bande passante en notions concrètes. Présentation de l'instructeur. Bonjour, ici Rabi Oussama. Dans ce troisième module, nous allons aborder les règles du jeu. Le réseau mondial fonctionne parce que tout le monde suit les mêmes normes. C'est ce qui permet à un ordinateur conçu aux États-Unis de discuter avec un routeur fabriqué en Chine via un câble fabriqué en France. Nous allons aussi clarifier les mystères de la vitesse Internet. À la fin de ce module, vous saurez exactement pourquoi votre connexion est parfois lente. Leçon 3.1 Normes et composants physiques. Section 1 Introduction. Mise en contexte. Avez-vous déjà voyagé dans un pays étranger et réalisé que vous ne pouviez pas brancher votre chargeur de téléphone parce que la prise murale était différente? C'est un problème d'absence de normes. En réseau, pour éviter ce chaos, des organisations internationales ont décidé de règles strictes. La forme des prises, la couleur des fils et la tension électrique doivent être les mêmes partout. Objectif d'apprentissage. Identifier l'utilité des normes internationales et les principaux composants physiques régis par ces règles. Aperçu, nous allons découvrir qui crée ces règles et sur quels objets elles appliquent. Section 2. Présentation détaillée du contenu. Pourquoi des normes? Si chaque fabricant créait ses propres câbles et connecteurs, vous seriez obligé d'acheter tout votre matériel chez la même marque. Les normes garantissent l'interopérabilité, la capacité de matériels différents à travailler ensemble. Les organismes de normalisation, ce ne sont pas les gouvernements qui décident, mais des groupes d'experts. Les noms fréquents sont l'ISO pour les standards mondiaux, l'IEEE qui définit les règles du Wi-Fi et de l'Ethernet, et la TIA-EIA qui s'occupe de la fabrication et du rangement des câbles dans les bâtiments. Les composants régis. Les normes définissent les propriétés des matériaux, la forme des connecteurs et le brochage, c'est-à-dire quel fil sert à envoyer ou à recevoir. Section 3. Exemple pratique. Le câble fait maison. Le scénario, un technicien décide de fabriquer ses propres câbles réseau. Il branche les fils de couleur au hasard dans les connecteurs. Analyse de la couche physique. Le réseau fonctionne, mais il est extrêmement lent et coupe tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté la norme TIA-EIA 568. Les fils à l'intérieur d'un câble sont torsadés par paire d'une manière précise, pour éviter les interférences. En changeant l'ordre, il a supprimé cette protection. La solution? Couper les connecteurs et les refaire en suivant scrupuleusement le code couleur standard. Leçon à retenir, les normes physiques ne sont pas des suggestions, elles garantissent la performance. Section 4. Engagement interactif. Activité, l'étiquette mystère. Si vous avez un câble Ethernet sous la main, regardez les inscriptions sur la gaine. Vous y verrez souvent des codes comme ANSI-TIA-568. C'est la preuve que votre câble respecte les règles mondiales. Section 5. Évaluation. Question. Citez une organisation internationale qui définit les normes de la couche physique et expliquez pourquoi elles sont indispensables. Réponse idéale, l'IEEE ou l'ISO. Ces normes sont indispensables pour garantir l'interopérabilité entre les équipements de marques différentes. Leçon 3.2. Bande passante, débit et débit utile. Section 1. Introduction. Mise en contexte. Imaginez un tuyau d'arrosage.
La largeur du tuyau détermine la quantité maximale d'eau qui peut passer. Mais si le tuyau est bouché ou si l'eau est pleine de sable à filtrer, la quantité d'eau propre récupérée réellement est bien inférieure. C'est la différence entre la bande passante et le débit utile. Objectif d'apprentissage. Différencier les concepts de bande passante, débit réel et débit utile pour évaluer la performance d'une connexion. Aperçu. Définition des trois termes et compréhension des facteurs de ralentissement. Section 2. Présentation détaillée du contenu. La bande passante. C'est la capacité maximale théorique du support. Par exemple, 1 gigabit. C'est le nombre de voies sur une autoroute. Le débit. C'est la quantité de données qui passe réellement à un instant donné. Il est souvent plus bas que la bande passante à cause du trafic. C'est le nombre de voitures qui circulent réellement. Le débit utile, ou good put. C'est la quantité de données utilisables qui arrivent à destination une fois retirées les données de contrôle et les erreurs. C'est uniquement la marchandise à l'intérieur des camions. Section 3. Exemple pratique. Pourquoi ma vidéo rame? Le scénario. Vous avez une connexion fibre de 1000 gigabits. Vous téléchargez un fichier de 1 giga, mais la vitesse n'est que de 50 gigabits. Analyse. Vous êtes peut-être loin de la box Wi-Fi, plusieurs personnes utilisent Netflix en même temps ou le protocole réseau ajoute une surcharge de contrôle. La solution. Se brancher avec un câble en cuivre pour éliminer les interférences Wi-Fi. Leçon à retenir. Le débit utile sera toujours inférieur à la bande passante promise. Section 5. Engagement interactif. Activité. Le test de réalité. Allez sur un site comme speedtest.net. Le chiffre affiché est votre débit actuel. Comparez-le à la bande passante promise par votre contrat. Question. Quel indicateur est le plus affecté si le système doit renvoyer plusieurs fois des données corrompues? Réponse idéale. C'est le débit utile. Bien que les données circulent, une partie est inutile ou répétée, ce qui réduit la quantité réelle reçue. Conclusion du module 3. Bravo! Vous avez maintenant les clés pour comprendre les performances d'un réseau. Vous savez que les normes permettent au monde de communiquer. Module 4. Le câblage en cuivre. Nous avons posé les fondations théoriques. Maintenant, nous allons entrer dans le monde du matériel concret. Le support le plus utilisé est le cuivre. Pourquoi? Parce qu'il conduit l'électricité à merveille et qu'il est peu coûteux. Présentation de l'instructeur. Bonjour, ici Rabbi Oussama. Dans ce 4e module, nous allons explorer l'épine dorsale des réseaux locaux, le cuivre. C'est le support que vous manipulez chaque fois que vous branchez votre ordinateur. Mais attention, le cuivre a des ennemis invisibles, les interférences électriques. Mon rôle est de vous apprendre à reconnaître les différents types de câbles. Leçon 4.1. Caractéristiques et types de câblage en cuivre. Section 1. Introduction. Mise en contexte. Imaginez chuchoter un secret dans une discothèque bruyante. La musique est une interférence. Dans un câble en cuivre, les données sont des impulsions électriques. Les appareils électriques à proximité créent du bruit qui perturbe ces impulsions. Cette leçon explique comment les câbles protègent vos données contre ce bruit. Objectif d'apprentissage. Décrire les propriétés du cuivre et identifier les trois principaux types, UTP, STP et coaxial. Aperçu. Étude du phénomène d'interférence et comparaison des structures de câbles. Section 2. Présentation détaillée du contenu. Le défi du cuivre. Il est sensible au EMI, les interférences électromagnétiques des moteurs, et au crosstalk, la diaphonie, quand le signal d'un fil déborde sur le voisin. La solution, la torsade. On torsade les fils par paire. Les champs magnétiques s'annulent mutuellement, protégeant le signal. Les trois types de câbles, l'UTP, sans blindage, est le plus courant et économique. Le STP possède une feuille métallique pour bloquer les grosses interférences. Le coaxial possède un fil central et une tresse métallique, utilisée pour la télévision ou le modem câble. Section 3. Exemple pratique. Le câble qui passait près du néon. Le scénario. Dans une usine, les ordinateurs perdent leur connexion quand les néons s'allument. Analyse.
Les câbles UTP sans blindage sont écrasés par le bruit électromagnétique des lampes. La solution, remplacer les câbles par du STP dont le blindage agira comme un bouclier. Leçon à retenir, le choix du câble dépend de l'environnement physique. Section 4. Engagement interactif. Activité, la dissection mentale. Un câble UTP possède 4 paires de fils de couleurs différentes. Elles ne sont pas toutes torsadées avec le même serrage pour éviter qu'elles ne s'influencent entre elles par diaphonie. Section 5. Évaluation. Question. Quel câble est le plus économique pour un bureau sans interférence? Réponse idéale. Le câble UTP. Il est privilégié pour sa souplesse et son faible coût. Leçon 4.2. Application du câblage en cuivre. Section 1. Introduction. Mise en contexte. Tous les câbles en cuivre ne se valent pas. En réseau, on choisit le câble selon la vitesse souhaitée et la distance. Cette leçon vous apprendra à choisir le bon outil pour le bon travail. Objectif d'apprentissage. Analyser les critères de sélection d'un type de câble cuivre. Aperçu. Utilisation du cuivre dans le réseau local et limite de distance. Section 2. Présentation détaillée du contenu. La règle d'or des 100 mètres. À cause de la résistance électrique, le signal s'affaiblit. C'est l'atténuation. La distance maximale est de 100 mètres. Au-delà, le signal devient illisible. L'utilisation de l'UTP dans le LAN. On l'utilise pour relier les ordinateurs aux prises murales, puis aux panneaux de brassage et aux commutateurs. Le rôle du coaxial. Il reste essentiel pour les antennes satellites et l'arrivée d'Internet par le câble dans certains foyers. Section 3. Exemple pratique. Le bureau au fond du jardin. Le scénario. Un utilisateur tire un câble Ethernet UTP de 150 mètres vers son garage. Analyse. L'électricité a perdu trop de force sur cette distance. Les 1 et les 0 n'arrivent plus. La solution? Installer un commutateur au milieu pour régénérer le signal ou passer à la fibre optique. Leçon à retenir. On ne peut pas tricher avec les limites physiques du cuivre. Section 4. Engagement interactif. Activité. Le comparatif des supports. Rappelez-vous, l'UTP et le STP ont une distance max de 100 mètres. Le STP est pour les environnements avec interférence. Section 5. Évaluation. Question. Quel câble pour un centre d'appel de 50 ordinateurs avec un budget serré? Réponse idéale, le câble UTP, de catégorie 5M ou 6. La distance maximale est de 100 mètres par segment. Conclusion du module 4. Excellent travail. Vous maîtrisez maintenant les bases du câblage en cuivre. Vous savez pourquoi les fils sont torsadés. Module 5. Le câblage UTP. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la star absolue des câbles, le câble UTP. C'est le câble bleu, gris ou jaune que vous voyez partout. Pourquoi est-il devenu le standard mondial? Comment s'assure-t-on que les fils à l'intérieur sont branchés dans le bon ordre? Présentation de l'instructeur. Bonjour, ici Rabia Oussama. Si le réseau était une langue, le câble UTP en serait l'alphabet le plus utilisé. Dans ce 5e module, nous allons apprendre à lire ce câble. Mon objectif est que vous soyez capable de savoir si un câble supporte la haute définition ou s'il faut le remplacer. Nous allons aussi résoudre le mystère des câbles droits et croisés. Leçon 5.1. Propriétés, normes et connecteurs UTP. Section 1. Introduction. Mise en contexte. Tous les câbles UTP utilisent la même prise, mais leur moteur interne, la catégorie, détermine la vitesse. Objectif d'apprentissage, identifier les catégories de câbles UTP et les composants du connecteur RJ45. Aperçu, différence de performance entre les catégories et identification d'une prise RJ45. Section 2. Présentation détaillée du contenu. Les catégories. La catégorie 5E supporte jusqu'à 1 gigabit par seconde. La catégorie 6 supporte 1 gigabit par seconde sur 100 mètres et 10 gigabits par seconde sur courte distance. La catégorie 6A supporte 10 gigabits par seconde sur la distance complète. Le connecteur RJ45. C'est l'embout transparent avec 8 broches en cuivre qui percent l'isolant des fils de couleur. La norme de couleur TIA-EIA 568, il existe 2 schémas,
le T568A et le T568B. Le B est le plus utilisé en entreprise. Section 3. Exemple pratique. Le mystère du débit bridé. Le scénario. Une connexion fibre de 1 gigabit ne dépasse pas 100 mégabits sur un PC. Analyse. Le vieux câble utilisé est de catégorie 5, qui ne possède parfois que 2 paires utilisées ou n'est pas conçu pour de haut débit. La solution, remplacer le câble par un modèle catégorie 5E ou 6. Leçon à retenir, la catégorie du câble limite physiquement la vitesse du réseau. Section 4. Engagement interactif. Activité, lecture de câble. Cherchez le mot « CAT » sur la gaine d'un de vos câbles. Regardez si les 8 petits fils sont bien alignés au fond du connecteur. Question. Quelle catégorie pour garantir 10 gigabits sur 100 mètres? Réponse idéale, la catégorie 6A. Leçon 5.2, câble droit et câble croisé. Section 1. Introduction. Mise en contexte. Dans un câble réseau, certains fils servent à envoyer et d'autres à recevoir. Il faut parfois croiser les fils pour que la bouche de l'un parle bien à l'oreille de l'autre. Objectif d'apprentissage. Différencier l'usage d'un câble droit et d'un câble croisé. Aperçu. Combinaison de normes et concepts modernes d'auto-MDX. Section 2. Présentation détaillée du contenu. Le câble droit, ou straight-through. On utilise la même norme des deux côtés. Il sert à connecter des appareils différents, comme un PC à un switch. Le câble croisé, ou crossover, on utilise le schéma B d'un côté et le schéma A de l'autre. Il sert à connecter des appareils identiques, comme deux PC entre eux. La technologie moderne auto-MDX. La plupart des appareils modernes détectent automatiquement le type de câble et s'adaptent. Section 3. Exemple pratique, le lien impossible entre deux commutateurs. Le scénario. Un technicien relie deux vieux switches avec un câble droit. Les voyants restent éteints. Analyse. Comme les appareils sont identiques, ils envoient les données sur les mêmes broches. La solution. Utiliser un câble croisé pour aligner les envois et les réceptions. Leçon à retenir. Appareils identiques égale câble croisé. Appareils différents égale câble droit. Section 4. Engagement interactif. Activité, le jeu des paires. Imaginez une main pour donner et une pour prendre. Si vous reliez donner vers prendre, c'est un câble droit. Si vous reliez donner vers donner, vous devez croiser le tuyau. Évaluation. Quel câble pour relier directement un ordinateur portable à un serveur? Réponse idéale, théoriquement un câble croisé. Conclusion du module 5. Félicitations, vous savez maintenant tout sur le câble UTP. Vous êtes prêt à câbler un bureau. Module 6. Le câblage en fibre optique. Nous quittons le monde de l'électricité pour celui de la lumière. Si le cuivre est la vieille route, la fibre optique est l'autoroute futuriste. C'est grâce à elle que les continents sont reliés au fond des océans. Présentation de l'instructeur. Bonjour, ici Rabi Oussama. Dans ce 6e module, nous allons explorer la technologie qui a révolutionné notre monde. Imaginez envoyer un message à la vitesse de la lumière à travers un fil de verre pas plus épais qu'un cheveu. Mon objectif est de vous faire comprendre pourquoi la fibre est l'avenir du réseau. Leçon 6.1. Propriétés et types de fibre optique. Section 1. Introduction. Mise en contexte. La fibre optique fait circuler des photons de lumière. Elle ne subit pas les interférences électriques ou les orages. C'est le support parfait pour la pureté du signal. Objectif d'apprentissage. Différencier la fibre monomode de la fibre multimode et expliquer ses avantages sur le cuivre. Aperçu. Structure d'un câble optique et comparaison des technologies laser et LED. Section 2. Présentation détaillée du contenu. La structure de la fibre. Le cœur en verre très pur, la gaine qui agit comme un miroir et le revêtement de protection en plastique. Fibre monomode ou SMF. Elle possède un cœur minuscule, utilise un laser et la lumière voilage en ligne droite. Elle est utilisée pour de très longues distances. Fibre multimode ou MMF. Elle possède un cœur plus large, utilise des LED et la lumière rebondit sur les parois. Elle est utilisée pour des distances courtes à l'intérieur d'un bâtiment. Fibre versus cuivre. La fibre offre de plus longues distances, une insensibilité totale aux interférences et une meilleure sécurité contre le piratage. Section 3. Exemple pratique. Relier deux campus distants de 10 km.
Le scénario, une université veut relier deux bâtiments séparés par 10 km. Analyse. Le cuivre et la fibre multimode sont exclus par la distance. Seule la fibre monomode peut projeter un rayon laser sur 10 km sans perte. La solution. Déployer un câble de fibre optique monomode. Leçon à retenir. Plus la distance est longue, plus le cœur de la fibre doit être petit. Section 4. Engagement interactif. Activité. L'analogie du couloir. Imaginez lancer une balle très fort et droit dans un couloir. C'est la monomode. Si vous lancez 10 balles qui rebondissent, c'est la multimode. Section 5. Évaluation. Question. Quel type de fibre utilise des LED et est idéal pour une salle informatique? Réponse idéale, la fibre multimode. Leçon 6.2. Connecteurs et cordons de brassage. Section 1. Introduction. Mise en contexte. Il existe plusieurs formes de connecteurs fibres, mais ils ont tous un point commun. Ils doivent être d'une propreté absolue. Une seule poussière bloque la lumière. Objectif d'apprentissage. Identifier les connecteurs ST, SC, LC et comprendre l'importance de la maintenance. Aperçu. Présentation des connecteurs et consignes de sécurité laser. Section 2. Présentation détaillée du contenu. Les 3 connecteurs STAR, le ST qui se visse, le SC carré qui se pousse et le LC qui est petit et standard sur les équipements modernes. Cordons de brassage. Ce sont des câbles orange pour la multimode ou jaune pour la monomode. Ils ont souvent 2 fils, un pour envoyer et un pour recevoir. La sécurité. Ne regardez jamais directement l'extrémité d'une fibre branchée, le laser invisible peut brûler votre rétine de manière permanente. Section 3. Exemple pratique. Le réseau qui clignote. Le scénario. Un technicien installe une fibre mais le signal est très faible. Analyse. Une empreinte digitale sur le connecteur dévie la lumière. La solution. Nettoyer le connecteur avec de l'alcool isopropylique. Leçon à retenir. La propreté est vitale. Section 5. Engagement interactif. Activité. Le jeu des formes. Rappelez-vous, SC pour square ou carré, LC pour little ou petit. Section 6. Évaluation. Question. Pourquoi les cordons fibres sont-ils vendus par paire? Réponse idéale, car un fil est dédié à la transmission et l'autre à la réception. Conclusion du module 6. Félicitations, vous savez maintenant que la lumière est le support ultime. Module 7. Les supports sans fil. Nous allons nous attaquer à la magie moderne. Comment envoyer une vidéo à travers les murs sans aucun fil? Le sans-fil offre une liberté totale, mais c'est un support capricieux. Présentation de l'instructeur. Bonjour, ici Rabi Oussama. Dans ce 7e module, nous allons lever le voile sur les ondes radio. Le sans-fil est un défi car les ondes sont jetées dans l'air à la merci des obstacles. Mon objectif est de vous apprendre pourquoi votre Wi-Fi est parfois votre meilleur ami ou votre pire ennemi. Leçon 7.1. Propriétés et types de supports sans fil. Section 1. Introduction. Mise en contexte. Votre voix voyage dans l'air. Si quelqu'un d'autre crie, on ne vous entend plus. Le sans-fil fonctionne de même avec des ondes radio. C'est un espace que tout le monde partage. Objectif d'apprentissage, identifier les caractéristiques des supports sans fil et les facteurs de perturbation. Aperçu, transport par onde et comparaison avec le filaire. Section 2. Présentation détaillée du contenu. Le transport par onde. On utilise des ondes électromagnétiques. La carte réseau transforme les bits en variations de fréquence radio. Les défis du sans-fil, la zone de couverture s'affaiblit avec la distance, les obstacles physiques comme le béton absorbent les ondes, les interférences des micro-ondes ou du Bluetooth brouillent le message. Le partage du support, l'air est un support partagé. Si 10 personnes utilisent le même Wi-Fi, elles se partagent la bulle d'air disponible. Section 3. Exemple pratique, le Wi-Fi qui s'arrête dans la cuisine. Le scénario, la connexion coupe dans la cuisine car il y a un mur porteur épais et un grand réfrigérateur entre la box et la tablette. Analyse,
Le métal du réfrigérateur bloque les ondes et le béton les absorbe. La solution, installer un système mesh dans le couloir pour contourner l'obstacle. Leçon à retenir, la ligne de vue et les matériaux sont les facteurs clés. Section 4. Engagement interactif. Activité, l'analyseur de signal humain. Regardez les barres du Wi-Fi sur votre téléphone en vous déplaçant. Notez quel objet fait baisser le signal. Évaluation. Question. Citez 2 avantages et 2 inconvénients du sans-fil. Réponse idéale. Avantages, mobilité et facilité d'installation. Inconvénients, sensibilité aux interférences et support partagé. Leçon 7.2. Réseau LAN sans fil. Section 1. Introduction. Mise en contexte. Les réseaux sans fil suivent des règles nommées normes Wi-Fi. Nous allons voir comment s'organise ce monde invisible. Objectif d'apprentissage. Décrire les composants d'un WLAN et le rôle de la norme Wi-Fi. Aperçu. Présentation du point d'accès et des standards 802.11. Section 2. Présentation détaillée du contenu. Le point d'accès, ou AP, c'est la borne qui diffuse le signal et le convertit pour le réseau câblé. La norme Wi-Fi, le Wi-Fi 5 est courant et rapide. Le Wi-Fi 6 est le plus récent et gère beaucoup d'appareils simultanément. La sécurité, vos données doivent être chiffrées avec un mot de passe WPA2 ou WPA3, sinon elles circulent en clair dans l'air. Section 3. Exemple pratique. Le Wi-Fi lent au bureau. Le scénario, 50 employés sur une seule borne Wi-Fi se plaignent de lenteur. Analyse, le point d'accès est saturé car il ne peut parler qu'à une certaine quantité de personnes à la fois efficacement. La solution, installer des points d'accès supplémentaires sur des canaux différents. Leçon à retenir, la capacité dépend du nombre de bornes. Section 4. Engagement interactif. Activité, l'inventaire sans fil. Comptez combien d'appareils utilisent votre Wi-Fi en ce moment. Ils se partagent tous la même portion d'air. Section 5. Évaluation. Question. Quel est le rôle principal d'un point d'accès? Réponse idéale. Servir de pont entre le monde sans fil et le monde câblé. Conclusion du module 7. Félicitations. Vous comprenez que l'air est un support magique mais fragile. Module 8. Exercice pratique et révision finale. Nous voici arrivés au sommet de notre montagne. Ce dernier module est le moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Présentation de l'instructeur. Félicitations pour être arrivé jusqu'ici. Je suis Rabi Oussama. Dans ce dernier module, nous allons mettre vos connaissances à l'épreuve sur des problèmes réels. Un bon technicien sait identifier le maillon faible d'une chaîne. Prouvez que vous maîtrisez désormais les fondations du monde numérique. Leçon 8.1. Dépannage et travaux pratiques. Section 1. Introduction. Mise en contexte. L'enquêteur que vous êtes doit résoudre le crime « Internet ne marche plus ». La règle d'or est de commencer par le plus simple. Nous allons voir comment vérifier chaque élément physique. Objectif d'apprentissage, appliquer une méthodologie de dépannage par étapes. Aperçu, checklist du technicien et scénario de panne. Section 2. Présentation détaillée du contenu. La règle bottom-up. On commence toujours par la couche 1. Si elle est valide, on monte aux étages supérieurs. La checklist physique. Vérifier l'alimentation. Vérifier les témoins lumineux Link Light du port. Vérifier si le câble est bien cliqué ou coupé. Vérifier la distance du câble. L'isolement de la panne. On remplace un élément à la fois pour trouver le coupable. Section 3. Exemple pratique, le mystère de la salle de conférence. Le scénario, une prise murale ne fonctionne pas pour un ordinateur alors que le Wi-Fi marche. Analyse, le câble et le PC fonctionnent ailleurs. En ouvrant la prise murale, on voit que les fils n'ont pas été branchés selon la norme. La solution, recabler la prise. Leçon à retenir, le problème était dans le mur. Section 4, engagement interactif. Activité, l'arbre de décision. Étape 1, prise branchée. Étape 2, lumière allumée. Étape 3, changer de câble. Étape 4, tester un autre appareil. Évaluation, une seule lumière est éteinte sur un switch. Que vérifiez-vous?
Réponse idéale, le branchement du câble, l'état du câble et si l'appareil à l'autre bout est allumé. Leçon 8.2, synthèse finale. Introduction. Mise en contexte. C'est le moment du grand bilan. Cette leçon récapitule ce que vous devez garder en mémoire pour votre carrière. Objectif d'apprentissage, synthétiser les concepts clés de chaque média. Section 2. Le grand résumé. Le cuivre, économique, électrique, sensible aux interférences et limité à 100 mètres, utilise le connecteur RJ45. La fibre optique, rapide, lumineuse, insensible aux interférences et pour les longues distances, type monomode pour le laser et multimode pour les LED, connecteur ST, SC, LC. Le sans-fil, mobilité totale via ondes radio, très sensible aux obstacles, c'est un support partagé. La performance, ne confondez plus la bande passante théorique avec le débit utile réellement reçu. Section 3. Exemple pratique, le choix de l'architecte. Le scénario. Réseau d'un hôpital avec des machines IRM à interférence et des bâtiments séparés de 500 mètres. Solution. Fibre optique pour les zones à interférence, cuivre UTP pour les bureaux, fibre monomode pour relier les bâtiments. Leçon à retenir, utilisez le bon support au bon endroit. Section 4. Engagement interactif. Activité, le concept map final. Écrivez « couche physique » au centre d'une feuille et recréez les branches cuivre, fibre et sans fil de mémoire. Section 5. Questionnaire de masterclass. Répondez mentalement. Distance max du cuivre, 100 mètres. Fibre avec laser, monomode. Signification de EMI, interférence électromagnétique. PC vers switch, câble droit. Connecteur petit et carré, LC. Wi-Fi support partagé ou dédié, partagé. Catégorie UTP pour 10 Gbps, catégorie 6A. Composant qui transforme les bits, la carte de réseau NIC. Matériaux bloquant le Wi-Fi, le métal. Numéro de la couche physique, couche 1. Conclusion du Master Course. Félicitations, vous avez terminé avec succès le Master Course sur la couche physique. Vous avez maintenant une base solide et professionnelle. Vous comprenez l'infrastructure invisible du 21e siècle. Je suis Rabi Oussama, l'architecte pédagogique. Ce fut un honneur de vous guider dans cet apprentissage. Êtes-vous prêt pour votre prochain défi?